Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette Assemblée générale. Merci au Conseil régional, merci à tous les conseils régionaux aussi représentés ici, au Conseil national. Pour confirmer ce qui vient d'être dit, effectivement, il y a eu une phase de discussion assez longue avec les représentants dans différents ordres qui sont venus nous voir suite à la saisine que nous avons faite. Et je dois dire que les choses se sont passées dans le respect, dans l'amitié. On peut être d'un avis différent sur un sujet, mais les choses se sont, à mon avis, relativement bien passées. Et je remercie, tout en les félicitant, le sens des responsabilités des différents ordres qui ont venu nous voir pour qu'on puisse signer un accord à l'amiable qui aurait évité que ça prenne des proportions relativement importantes. Si vous me permettez, je voudrais juste préciser sur quelle base, parce que les gens peuvent se poser des questions, le Conseil de la concurrence agit en matière de fixation des prix. La loi au Maroc est claire, nette et précise. La loi 104/12 qui a été modifiée et la loi qui organise le Conseil dit une chose simple, qui d'ailleurs est reprise de la Constitution, la liberté d'entreprendre, la liberté de faire du business, et la liberté des prix. Les prix au Maroc ne peuvent être fixés que par le jeu de l'offre et de la demande. Toute entente sur les prix entre des personnes physiques ou des personnes morales, et dans les personnes morales, il y a aussi, parce que c'est une question qui a été posée, est-ce que les ordres sont des personnes morales au sens de la loi? La législation et la réglementation ainsi que la jurisprudence internationale dit que oui. À partir du moment où on agit en tant qu'acteur économique, on devient un agent économique. Donc on peut être un organe de discipline, mais dès qu'on rentre dans les prix, dès qu'on rentre dans les marchés, on devient automatiquement un agent économique. Donc la loi précise qu'aucun produit et aucun intervenant ne doit sortir de ce cadre de la liberté de la fixation des prix par l'offre et la demande, individuellement, c'est-à-dire entre l'acheteur et le vendeur, ou les acheteurs et les vendeurs, parce qu'il peut y avoir des coalitions de vente, ça c'est tout à fait naturel, même pas l'État. L'État ne peut pas fixer des prix ou plafonner des prix sans l'accord préalable du Conseil. La loi dit même clairement que, même quand l'avis du Conseil, et on l'a fait, si vous vous rappelez, pour certains qui ont suivi cette affaire, les plafonnements qui ont été faits sur les tests Covid, c'était à la demande du ministère de la Santé. Le Conseil a donné son accord pour une période de 6 mois, qui est, dans la loi, renouvelable une fois, mais renouvelable uniquement une fois. C'est-à-dire le gouvernement, même quand il a la main pour plafonner un prix, il ne peut pas dépasser les 12 mois, 2 fois 6 mois. Pourquoi ça? C'est pour éviter un retour sur une tendance qui est celle du notre pays et dans laquelle rentre la totalité des prestations de services et des produits, qui est justement la sortie du système administratif et du système administré des prix. Dans les années 60, pour les plus anciens ou ceux qui ont des traces de cette histoire, pratiquement tous les prix étaient fixés par l'État, le prix de la viande, le prix de pain, tout. Depuis cette date, sans interruption, l'État sort progressivement de la fixation des prix en laissant jouer le marché. Aujourd'hui, de par la loi, il n'y a plus dans la liste qui est fixée, il y a quand même une liste, que 18 produits. Ces 18 produits sont certains connus de tous. C'est par exemple le sucre qui est subventionné, donc le prix est fixé par l'État, il est dans la liste. C'est par exemple l'eau et l'électricité, ils sont fixés par l'État et ils sont dans la liste. C'est par exemple le prix du livre scolaire, il est dans la liste. C'est le transport en commun, le déplacement taxi, etc. C'est ce qui fait, vous entendez, les transporteurs aller demander à l'État des subventions. Pourquoi? Parce que vu que leurs prix sont fixés par l'État et que les intrants chez eux augmentent, évidemment l'État intervient pour faire la différence. Dans les professions, il y a 2 professions comme la vôtre qui sont régulées par des ordres, qui eux sont dans la liste, et uniquement 2, les notaires et les l'adouls. À côté, il y a une profession en particulier, c'est les actes hébraïques aussi. Donc tout ce qui est actes juridiques hébraïques sont dans la liste des 18. En dehors de ça, rien. Donc tout le reste doit être fixé par le jeu de l'offre et de la demande. C'est ça la base. Alors partant de là, que dit la loi? La loi dit que quand il y a une entente, et que cette entente aboutit à fausser, entre guillemets, le jeu du marché par l'offre et la demande,
ben, ça doit être sanctionné. Nous, on ne fait qu'appliquer la loi. Quand on constate quelque chose, on le dit et évidemment, on est obligé d'agir. Et on est obligé d'agir encore aujourd'hui. Le Conseil de la concurrence a pris les choses de façon, on va dire, globale. Normalement, quand il y a entente sur les prix, il y a deux coupables. Le coupable, c'est l'enceinte ou l'institution qui a organisé ça. Ça peut être une association professionnelle, un ordre, etc. Mais la loi met en cause les personnes physiques qui étaient présentes dans la réunion. Ça, on n'a jamais voulu, évidemment, aller à ce stade-là, parce que nous croyons que, dans un esprit de collaboration, il faut discuter institution. Donc, la loi est sévère. C'est pas de notre fait. La loi est sévère, pourquoi? En fait, à travers le monde, parce que la loi marocaine n'est pas une émanation d'une réflexion nationale. Un jour, on s'est réveillé, on a dit, c'est au niveau international que c'est comme ça. D'ailleurs, ce qui est arrivé entre nous, de façon heureuse, puisqu'on a fini par signer un accord, si vous regardez vos amis français ou dans d'autres pays, eux ont pris plutôt le parti de contrer le Conseil de la concurrence. Ça a coûté cher, et puis l'avis du Conseil, qui peut être contesté au tribunal, a été confirmé par toutes les instances de tribunal auxquelles l'Ordre des architectes français a eu recours, y compris le tout dernier, qui vient d'être décidé, c'était en début de cette année, à la Cour de cassation. Donc c'est devenu définitif, et donc il a été reconnu par les tribunaux que l'avis ou plutôt la décision rendue par le Conseil de la concurrence est fondée, et il a été approuvé définitivement. Donc, sachez que, en signant ces accords, vos responsables des différents conseils régionaux et nationaux ont évité une longue procédure qui allait peut-être coûter très cher pour peu de résultats. Et je crois qu'on doit s'en féliciter tous. Aujourd'hui, poser le problème comme ça vient d'être posé. C'est de dire finalement, nous on comprend que quand vous avez fait ça, c'est que vous avez un problème à régler. C'est pas venu juste comme ça pour gagner de l'argent. Donc on comprend qu'il n'y a pas une intention de nuire. Même si, dans la loi, malheureusement, nous, on ne peut pas séparer un acte avec intention de nuire ou pas. Ça vient au moment de la définition. Évidemment, si on avait capté une intention de nuire, on aurait incriminé les personnes présentes dans les différentes réunions. C'est-à-dire ceux qui ont parlé de ça sont susceptibles de sanctions pécuniaires. Donc c'est quand même important. Donc on a dit, bon, c'est de bonne foi, mais posons le problème. Pourquoi c'est fait comme ça? C'est fait comme ça vient d'être évoqué. On comprend qu'il y a dans la profession des gens qui ne respectent pas des règles du jeu normales, de bonne concurrence, c'est-à-dire de prendre les projets, de les faire normalement, etc. Ça, on comprend. Mais on a dit, attention, la loi, quand elle crée le Conseil de la concurrence, il n'est pas là juste pour vous dire ne faites pas ça. Il est aussi là pour vous aider à chasser les brebis galeuses et ceux qui ne jouent pas le jeu. Donc, je confirme ce qui vient d'être dit. Si, au sein de votre profession, il y a des gens que vous considérez comme étant en dehors des clous, il faut venir nous voir pour poser le problème. Alors, je sais que c'est toujours difficile de montrer du doigt un collègue, mais c'est là où je demande personnellement du courage pour dire attention, vous voulez régler le problème, mais vous l'avez réglé d'une mauvaise manière, c'est-à-dire une manière que la loi ne permet pas. Ayons le courage tous ensemble, quand les choses ne vont pas, de dire un tel ne joue pas le jeu, un tel ou tel groupe d'architectes ou telle chose. À ce moment-là, le Conseil, toute la panoplie de sanctions qu'il a entre les mains, et elle est dure, je peux vous dire que si quelqu'un est incriminé dans une affaire de fausser les prix, de vendre à perte, parce que une façon de lutter contre les prix pratiqués qui sont anormalement bas, sans équivalent, sans prestation normale, ben nous pouvons intervenir et la loi nous donne le droit jusqu'à la perquisition, c'est-à-dire aller dans les bureaux, aller chez les clients, sortir les documents et les mettre sous scellé si nécessaire pour éventuellement prendre une décision et, si nécessaire, les présenter au procureur de Sa Majesté parce qu'il peut y avoir du pénal aussi dans l'affaire lorsque le Conseil juge que certaines actions ont été faites d'une façon intentionnelle. La loi prévoit des cas où on peut même déposer plainte à titre personnel contre une personne parce qu'il faut... Alors, on a une panoplie, on va l'examiner avec les responsables des différents ordres. Ce que je vous dis juste, c'est de prendre cette possibilité. Si vous considérez que le jeu est faussé par un jeu économique anormal, d'un prix excessivement bas,
d'une prestation non faite et facturée quand même. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, hein, franchement, ne me prenez pas mot à mot ce que je veux dire, mais juste pour illustrer, quelqu'un qui fait des projets et qui n'est jamais là, en fait, c'est des prestations facturées à prix bas, mais qui ne correspondent à aucune réalité, parce qu'il ne fournit rien du tout. Ça, nous pouvons enquêter là-dessus. Je pense, moi je vous encourage, si vous croyez qu'il y a vraiment un dossier dans lequel on peut intervenir, on va intervenir, je vous le promets, avec la plus grosse sévérité, mais la plus grande justice aussi. Il ne s'agit pas d'incriminer quelqu'un et de dire il a fauté. Il faut qu'on trouve les preuves nécessaires. Et s'il faut montrer des exemples que des choses ne doivent pas avoir lieu, ben on est là aussi pour ça. Nous sommes là, comme je le dis souvent, le Conseil de la concurrence, sachez que c'est l'arbitre d'un match. Le match, ce n'est pas un match de foot, c'est un match de l'économie. Et l'arbitre, c'est quoi? C'est de faire respecter les règles par tout le monde. Moi, j'aime bien cette image parce que je sais que tous les amis qui adorent le football, quand ils vont voir un match, ils n'attendent pas l'arbitre qu'il soit de leur côté. Ils attendent de l'arbitre qu'il soit impartial. Et on aime bien un bon match dans lequel l'arbitre a été bon. Sévère, mais bon, juste. Il a sifflé les coups francs qu'il faut, il a sifflé les hors-jeux qu'il faut, il a sifflé les pénaltys qu'il faut, les corners qu'il faut, mais il n'a été ni d'un côté ni de l'autre. C'est ce que nous voulons être. Maintenant, quand quelqu'un a fait une faute derrière le dos de l'arbitre et qu'on l'a incriminé, il y a la VAR. Nous avons la VAR. On peut revenir au document et regarder ce qui est réellement. Donc, regardez-nous comme ça, un arbitre du jeu. S'il y a un mauvais joueur qui a fait une faute que personne n'a vue, mais croyez qu'elle existe, ben vous nous signalez. Alors, qui peut signaler en tant qu'ordre? Vous avez tout à fait le droit de signaler. Un groupement d'architectes peut aussi signaler quelque chose parce qu'il est lésé, parce que un architecte en tant que tel est une personne morale, parce qu'il exerce une fonction qui est rémunérée, donc il peut être reconnu. Nous pouvons, simplement ce que je vous dis, juste faites quand même, amenez-nous un minimum d'informations pour pouvoir démarrer les enquêtes, et surtout, il vaut mieux, je pense que vous devez avoir des conseils juridiques au niveau des ordres, faites requalifier les faits par votre conseil juridique avant de venir nous voir, parce qu'il est bon, vous savez, c'est comme quand vous portez plainte au tribunal. Vous n'allez pas porter plainte au tribunal juste comme ça. Quand on porte plainte, on dit un tel n'a pas respecté tel article de la loi qui est interdit. Donc nous, on demande la même chose. Regardez par vos juristes quels sont les articles, par exemple vente à perte, ou non-réalité des prestations par rapport à un prix affiché, enfin plusieurs choses, ça nous permet d'aller plus vite. Hein, donc la qualification, parce que quand on reçoit une plainte, la première chose que nous faisons, nous, c'est de voir s'il est recevable ou pas. Donc il y a un argumentaire juridique pour voir dans quel cadre de la loi elle rentre. Si ce travail a déjà été mâché au préalable, ça nous permet d'aller plus vite. À ce moment-là, il y a une enquête qui s'ouvre, et je vous garantis que par rapport à des pratiques qui déstabilisent les marchés, qui déstabilise une profession sur laquelle nous avons beaucoup d'estime, beaucoup de respect, parce que c'est quelque chose qui est là pour construire un pays, nous montrerons toute la sévérité, mais toute la justice aussi est nécessaire, avec tous les droits aux gens de se défendre. Maintenant, il y a peut-être autre chose. Ça, évidemment, ce n'est pas dans les attributions directes du Conseil, mais nous avons évidemment des contacts avec le gouvernement, avec beaucoup de ministères. Si vous avez, au niveau des lois, au niveau des textes réglementaires, au niveau des pratiques, des choses sur lesquelles vous souhaitez que l'administration vous appuie et que vous souhaitez que nous soyons un peu vos défenseurs aussi vis-à-vis de ces administrations, sachez que nous sommes prêts à accompagner les grandes professions, les grands ordres qui existent au Maroc pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Nous avons la possibilité nous-mêmes d'auditionner les ministres. Donc on peut appeler le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Intérieur, lui ou bien sûr ou ses collègues, pour parler d'un sujet, y compris des sujets contentieux. Et ça permet un échange qui permet généralement de faire évoluer les dossiers. Voilà donc ce que je vous dis. En tout cas, je vous félicite tous en tant qu'architectes, en tant qu'ordres régionaux, nationaux, en tant que responsables, d'avoir choisi la voie de la sagesse, qui est la voie de la coopération. Nous comprenons qu'il y a des problèmes. Nous disons juste, c'était pas la bonne méthode de le traiter. C'est-à-dire, on ne traite pas par le prix des choses qui relèvent d'autres choses. Maintenant, c'est autre chose. Il y a une armada, il y a une ossature juridique pour pouvoir les traiter. Nous en faisons partie de cette ossature juridique. Utilisez-la. Nous sommes à votre disposition. Et merci encore.
Merci beaucoup, Sirho. Alors, on a encore quelques minutes avec Sirho. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, c'est Ilhlou. Tu veux venir au pupitre ou... Serhou, merci pour votre retour. Nous prenons acte de cet accord, moi en tant qu'architecte. Et je sais que les conseils régionaux, aujourd'hui, la loi nous donne des outils qui sont les commissions de discipline. Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'avoir une visibilité sur ce qui se passe. Nous, on a cette visibilité parce qu'aujourd'hui, à travers les contrats d'architectes qui doivent être visés par le conseil, donc parfois on se retrouve dans des situations complètement abracadabrantesques, comme dirait, je citerai Chirac, sur les prix qui sont exercés pour des missions fictives ou des... Voilà. La problématique, c'est que la loi donne aux conseils régionaux, au conseil national, à travers des commissions de discipline, la possibilité de poursuivre ces architectes signataires sur cette problématique-là. Mais les procédures de ces commissions de discipline sont tellement compliquées et doivent respecter des échéances, des délais qui sont très difficiles à remettre en place et qui souvent n'arrivent pas à aboutir et qui prennent des délais très longs. C'est-à-dire que sur une infraction, ça peut durer des années pour pouvoir passer en commission, pour qu'ensuite les commissions soient prononcées, actées. Donc, ce que je pense qu'on peut vous demander en tant qu'architecte ou en tant qu'au conseil régionaux, c'est comment vous pouvez nous aider justement pour pouvoir soit amender la loi, soit changer la loi, pour que ces commissions de discipline soient plus courtes et qu'on puisse aller rapidement et qu'on puisse agir très très rapidement vers ces gens qui ne respectent pas ce que vous avez précisé. Merci. Merci Sirhlou. On va prendre 2 ou 3 autres questions. Après, on voudra... Merci. Merci. Je remercie Sergio pour tout ce qu'il nous a donné comme renseignement. C'est très intéressant. Je vous conseille de suivre ce qu'il dit. Mais il ne faut pas prendre pour ce qu'il dit de la délation. Il y a aujourd'hui de la délation quand on veut parler de quelqu'un d'anarchique qui a fait ceci ou cela. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la délation civique. C'est tout à fait normal. Et c'est une très, très bonne chose. Moi, j'ai toujours fait face à ce problème-là toute ma vie de signataire et de concurrence déloyale. Depuis les années 70, c'est le problème premier qui s'est posé devant moi en tant que délégué de l'urbanisme à Égéida. Et par la suite, dans le privé, la concurrence déloyale a toujours tourné dans notre tête, malheureusement, et il faut trouver une solution à ce problème-là. Et dernièrement, j'étais avec un stagiaire, et puis j'avais dit que, bon, il y a un problème avec le conseil de concurrence, on a été évidemment sanctionné d'un certain montant, il était vraiment sur les genoux, il était vraiment choqué. Et il m'a dit, « le mamoul ». Ça m'a pris un certain temps, puis j'ai réfléchi longuement, et j'ai trouvé, au fait, notre problème, c'est quoi? Et il dure depuis longtemps. Et on n'a jamais trouvé de solution. Et on se casse toujours la gueule. N'oubliez pas, une fois que le conseil régional de Casablanca avait sanctionné un architecte qui, lui, nous a esté en justice pour laquelle on devait payer dans les 1 million de dirhams, si vous vous rappelez. Au fait, le problème, c'est un problème de morale et d'éthique. Depuis plus de 20 ans, nous avons proposé, plus de 20 ans, bien plus de 20 ans, un code déontologique qui, à mon souvenir, est prévu par la loi. Ce code déontologique n'est jamais sorti. Les ministères l'ont mis dans ces tiroirs et il ne sort jamais. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Mais par contre, moi, je suis sûr et certain que avec le concurrence déloyale, ils peuvent nous le conseil de concurrence, on peut avancer énormément. Mais si nous avons notre propre code déontologique, nous avancerons énormément. Nous faciliterons énormément les choses. Ce sera vraiment, on peut, je ne sais pas moi, déterminer à 100%. Il n'y aura plus aucun problème. Et ça, il faut y penser. Et c'est très important. C'est lui qui va nous avancer le plus. Salam alaikum, Hamid Jaguar. Moi, je vais profiter le point de départ. Il y a le Conseil de concurrence qui nous a dit vous avez travaillé pendant 20 ans au législatif al Maghreb
ما كانش la concurrence, alors qu'il y avait la concurrence parce qu'il y a des architectes qui déposaient 1%, c'est pas grave. On va prendre un état des lieux. Moi, je demande à tous les conseils régionaux, puisqu'il y en a pas mal, et au président du conseil national, de commencer en un point de départ. S'il vous plaît, arrêtons de pointer, dire qu'il y a des signataires. On peut dire qu'il y a des agences sous-qualifiées parce qu'on n'a pas de formation, parce qu'on est sous-équipé. Je crois qu'il y a un point de départ aujourd'hui. Revoir la qualification des agences d'architectes. Et là, on peut espérer est-ce qu'un architecte puisse demander un taux très haut. On a un problème de qualification aujourd'hui et peut-être que c'est le moment de saisir ce point-là et développer. Arrêtons de pointer du doigt. Tout le monde travaille. Tout le monde a besoin de travailler. Mais je crois qu'il y a un point de départ. Il faut une requalification des architectes. Merci. Merci. Alors, vraiment, la dernière, Hassim Benjelloun. Je peux faire exception. Je voudrais d'abord remercier le Conseil national et les conseils régionaux, le Conseil régional de Casablanca, de façon particulière d'avoir organisé ce débat et de nous permettre de discuter directement avec Serho, président du Conseil de la concurrence. Je vais essayer de répéter un peu mon point de vue que j'ai développé la dernière fois. Les architectes étaient en colère par la décision du Conseil de la concurrence. Il faut le comprendre. C'est une réaction légitime. Et puis la colère commence à se transformer en questionnement, légitime là aussi. Pourquoi? L'État a fixé, ce n'est pas l'ordre des architectes, c'est l'État qui nous impose un certain nombre de dispositions et de missions obligatoires de l'architecte. Pour ce qui concerne l'État, elle fixe un taux de plancher au niveau des honoraires. Et il y a la libre concurrence, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais entre guillemets, il y a une petite libre concurrence qui se fait, même le taux plancher, enfin minimum, d'ailleurs le texte a changé au niveau du décret, c'est passé de 4 à 6 au lieu de 4 à 5, et voilà qu'il y a des prestations architecturales qui jouent, suivant où c'est un concours, ou là c'est uniquement un appel à la concurrence. Donc, l'État elle-même reconnaît que le statut de l'architecte en termes de savoir-faire, en termes de mission, est un statut particulier. La question que je pose de fond, est-ce que vous fermez définitivement la porte? Il y a une fixation des prix par l'État. Il y a la question de fond. Pourquoi je pose cette question? Parce que je vous remercie de nous ouvrir la porte pour nous aider, un certain nombre de dispositions que vous avez à juste titre soulevées. Bon, c'est pas le cas, il y a de la corrélation entre les conseils de discipline et votre intervention, qu'il va falloir quand même au niveau juridique cerner un peu plus. On peut aller devant des tribunaux et dire qu'il fallait passer d'abord par un conseil de discipline, mais c'est vrai que vous êtes un organe constitutionnel, vous avez un certain nombre de prérogatives et de pouvoirs. Je ne discute pas sur ce point-là. La question se pose. Alors, quid du problème des médecins? C'est des choses qui tournent dans la tête des architectes. Pourquoi pour les médecins, au niveau privé, on fixe quand même un plancher? Et ils ont des missions comme tout le monde. D'ailleurs, pour l'histoire, notre texte et celui des médecins a été copié-collé, à tel point que lorsqu'on a reçu notre texte, il y avait encore le nom de médecin sur le texte, parce que j'étais parmi la commission des gens qui avaient négocié le texte des architectes. Voilà un petit peu le questionnement de fond des architectes. Quel est l'avenir qui se présente? Faut-il aller vers l'État pour, et c'est la question que j'avais posée le Conseil national, pour aller négocier et sortir un décret qui fixe pour le privé quelque chose? Est-ce que vous fermez la porte? Je n'ai pas très bien saisi votre point de vue. Je vous remercie. Excusez-moi, Serho, on vient de me dire qu'il y a Sibousta qui a levé la main que je n'ai pas vue. Alors, avec votre permission, on prend la dernière intervention ديال Sibousta. Désolé. اللي بغيتو انا سيرحو قال لي خصو يمشي مع الخمسه. سي الوزاني باردون سي الوزاني. غادي تسمح لنا سيرحو غادي نبسلو عليك شي شويه. C'est le Wazani, et si vous permettez, on arrête.
parce qu'on veut les réponses, Monsieur Serhou. Merci. Je ne manquerai pas de renouveler mes remerciements, ainsi que l'ont fait mes confrères et nos présidents. Mais votre intervention nous a ouvert une perspective qui était loin d'être évidente dès le départ. Et personnellement, je m'étonnais qu'on puisse s'attarder sur des choses qui, pour moi, semblaient évidentes, puisqu'on nous chargeait d'une mission et je trouvais injuste qu'on ne nous donne pas les moyens de réaliser cette mission. D'ailleurs, c'est avec un certain nombre de camarades, on a fait partie, si vous voulez, de la commission qui a élaboré ce contrat en 2001. Et donc, justement, c'était pour réagir par rapport aux moyens, de trouver les moyens de réaliser notre mission. Ce que vous exposez aujourd'hui nous interpelle de la manière suivante. La concurrence déloyale, la vraie, elle concerne pratiquement 60% de la commande architecturale au niveau du pays. Et je suis ravi de voir qu'on peut, à travers vous, toucher cette concurrence déloyale. Alors seulement, j'ai un petit problème à vous exposer. Est-ce qu'on peut introduire une plante contre X? Parce que on ne peut pas. Mais le fait économique est là. Le fait économique est là. Hein? Les statistiques peuvent vous l'indiquer. Il y a au moins 60% des projets qui ne sont pas faits par les architectes et qui sont, malheureusement, notre problème de l'informel chez nous, c'est la signature. Merci. Bonjour Serhou, merci d'être venu parmi nous. Donc je ne vais pas répéter tout ce qu'ont dit certains confrères, mais je vais aller très vite. Alors le code de déontologie, c'est effectivement un document qui est essentiel pour que les architectes puissent comprendre leurs missions et leurs obligations. Il doit être validé par l'administration, il ne l'est pas. Depuis la création de l'Ordre des architectes en 1994, nous n'avons jamais eu un code de déontologie validé. Si vous voulez bien nous aider au niveau des ministères concernés, les textes sont prêts depuis longtemps et n'attendent que cette validation. Pour ce qui est des signataires, qui est notre fléau commun, bien entendu, personne n'a parlé d'un élément essentiel. Malgré les prérogatives de l'ordre en matière de discipline, et peut-être à cause des difficultés de faire aboutir ces procédures, il y a une loi qui est sortie, c'est la loi 66-12, qui reprend les obligations des architectes, qui les rend pénalement répréhensibles. Et aujourd'hui, tout architecte est sous le coup de cette loi. Maintenant, ce en quoi on pourrait vous demander effectivement de nous prêter main forte, c'est de mettre en vigueur cette loi directement en passant outre ces procédures disciplinaires qui vont prendre du temps ou en les engageant en même temps. Mais ce qui est certain, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'importe qui peut porter plainte contre une infraction. La mission que nous avons à réaliser, comme vient de le dire mon camarade, elle est obligatoire. De toute façon, elle doit donner lieu à une autre compensation. Si on veut que les prix soient libres, la mission doit l'être aussi. Qu'on fasse phase par phase. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, nous sommes prêts à assumer cette mission noble que nous avons choisi d'exercer. Les mauvaises pratiques doivent être éradiquées. Nous avons les moyens en tant qu'ordre et il y a la loi 66-12 et aujourd'hui nous vous avons, vous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour vos mots sympathiques. Ça montre qu'on est entre institutions qui voulons travailler à la main dans la main et dans l'esprit d'avancer, d'aller de l'avant et dans le respect. Je crois que c'est très important. Peut-être pour lever certaines ambiguïtés, il a été question des contrats de l'État. Effectivement, il y a un minimum fixé par l'État, mais il ne faut pas se tromper là-dessus. La loi interdit des ententes sur les prix, mais n'interdit à personne qui achète un produit de dire « je veux l'acheter à tel prix ». Donc l'État peut parfaitement s'obliger à acheter telle prestation à tel prix. Mais c'est un truc qu'il fixe à lui-même, qu'il ne fixe pas au marché. Donc il ne le fixe ni pour le privé, ni pour les architectes. Il dit, moi, quand j'ai cette prestation, pourquoi? Parce que l'État doit réguler ses propres ordonnateurs
l'État ayant peur peut-être que les gens marchandent la qualité par le prix et tombent sur des gens, a fixé sa propre règle. Donc on a le droit, un promoteur immobilier qui dit lui aussi, moi je veux payer mes architectes 10%, libre à lui. Ça c'est libre, parce que c'est l'acheteur qui fixe. Bon, un acheteur peut fixer ce qu'il veut. Mais quand on est vendeur d'une prestation, et quand on est plusieurs à être en compétition, c'est là où l'entente n'est pas permise. Donc la règle qui est sur le décret des marchés publics qui fixe un minimum de rémunération ne rentre pas sous le coup de la loi. Même chose, on a parlé des médecins. La médecine, les prix sont libres. L'État n'intervient pas dans les prix de la médecine. L'État intervient dans les prix de remboursement des frais médicaux, parce qu'il y a une garantie sociale. Quand vous allez à la CNOPS ou à l'AMO ou à n'importe où, il y a un barème. Donc l'État fixe un barème de remboursement. Le médecin est libre de respecter ce barème ou pas, sauf que l'État lui dit, si tu respectes pas le barème, je ne peux pas tu n'es plus conventionné. Donc c'est ça, on le trouve dans le monde entier, le cadre de la convention médicale pour les actes médicaux, d'ailleurs qui est contesté par les médecins. Ça, c'est des choses que les médecins viennent nous voir pour nous dire, écoutez, aujourd'hui, on est obligé, on l'a écrit d'ailleurs, parce qu'on a sorti un rapport sur les cliniques privées pour ceux que ça intéresse, il y a des choses de cette nature où nous-mêmes nous disons à l'État, attention, le tarif de remboursement des actes médicaux n'a pas évolué depuis 2006, il est temps de le revoir. Mais ça, c'est pas les médecins qui se mettent d'accord, c'est l'État qui leur dit, quand vous faites tel acte, comme c'est moi qui est censé vous rembourser, voilà le tarif auquel je vous rembourse. Donc ça n'a rien à voir avec la liberté des prix. Ça, c'est des actions qui sont prises en charge par l'État, qu'il se fixe. Si vous voulez rentrer dans le cadre des prix fixés, la question a été posée, nous, on n'est ni pour ni contre. Imaginez que le décret qui fixe les fameux 18 produits, les notaires ou les actes hébraïques ou l'eau, l'électricité, si l'État avec vous décide de mettre les architectes dedans, nous on va constater. Maintenant, je vous dis, nous on a une position de principe. On dit que le Maroc doit sortir de plus en plus des produits subventionnés, parce que dès que vous fixez un prix, les promoteurs, etc., vont aller vous taper à la porte de l'État en disant vous avez fixé un prix trop élevé, il faut nous rembourser, il faut augmenter les prix de l'immobilier. Enfin, ça va ouvrir des débats pas possibles. Donc, nous ne sommes pas pour la fixation des plafonds. Peut-être certains produits de base, comme l'eau, comme l'électricité, resteront des produits indiqués, mais on dit le reste, il n'y a pas de raison que ça bouge. Il n'y a pas de raison que l'État continue de s'immiscer. Maintenant, il y a un vrai problème de discipline. Je crois que ceux qui ont parlé de déontologie, moi, je vous le dis à titre personnel, je ne conçois pas qu'une profession organisée par un ordre n'ait pas un code de déontologie. C'est pas possible. Franchement, si vous voulez qu'on ne tape pas toutes les portes pour vous aider, là, on ira avec vous, même si c'est pas... Parce qu'il est légitime qu'il y ait des codes de déontologie, des codes d'éthique qui disent ce qu'il faut faire, parce que c'est sur ces bases-là que les conseils de discipline fonctionnent. C'est quoi un conseil de discipline? C'est le non-respect de l'éthique du métier par quelqu'un du métier. Maintenant, je vous dis, avant même que ce code existe, pourquoi même on a créé le Conseil de la concurrence? C'est que toute infraction à la loi, a priori, y compris la loi sur les prix, est passible d'une plainte au tribunal. Mais dans le métier de la concurrence, à travers le monde, on s'est dit, les procédures via les tribunaux sont compliquées, longues, etc. Donc on va mettre des organes de régulation spécifiques. Nous ne sommes pas un tribunal, nous sommes un organe administratif, mais une juridiction administrative avec pouvoir de sanction. Nous sommes, d'ailleurs, vous pouvez le voir, quand vous contestez les décisions du Conseil, vous allez au tribunal, mais pas au tribunal de première instance, vous allez au tribunal d'appel. Ça ne veut pas dire qu'on est un tribunal de première instance, mais enfin, dans les faits, c'est comme si c'était le cas. Donc vous allez directement au tribunal d'appel, et pas n'importe quel tribunal d'appel. Le tribunal d'appel de Rabat, et de Rabat uniquement, parce que le législateur a voulu que l'expertise en matière de concurrence, quand il s'agit de voir ce que le Conseil a décidé et de le contester, doit être réunie dans un même tribunal pour qu'il y ait le maximum d'expertise et qu'on ait des gens de très haut niveau par rapport à ces sujets. Vous savez, là, on est en train de juger des affaires de sanctions de 3 milliards et demi. Il faut vraiment que les juges connaissent bien le sujet pour traiter ce type de choses. Donc là, on vous a ouvert une voie. Quand quelqu'un, et le mot a été utilisé à plusieurs reprises, concurrence déloyale. Donc,
le constat c'est quoi? C'est que vous souffrez aujourd'hui, au sein de votre métier, de concurrence déloyale. Je reviens à l'image de foot, c'est pas à vous de siffler le coup franc, c'est à l'arbitre de siffler le coup franc. L'arbitre peut ne pas voir une faute, vous lui indiquez, comme j'ai dit, il va se retourner vers l'arbitre de touche ou la VAR et il va voir qu'il y a faute. Donc allez voir l'arbitre c'est nous. Vous constatez quelque chose. Alors, plainte contre X, etc., permettez-moi un peu de franchise. Il est impossible de faire évoluer des métiers organisés comme le vôtre si on a du mal à montrer du doigt les brebis galeuses, sincèrement. Et je peux vous dire une chose, le jour où une brebis galeuse est montrée du doigt et que nous allons sévir contre elle, ça donnera l'exemple à tout le monde. Alors j'entends 60%, etc. Moi, je ne veux pas vous dire mettez tout le monde, mais ne dites pas, écoutez, moi je sais qu'il se passe des choses, mais j'ose pas dire c'est un tel. Il faut avoir le courage de dire c'est un tel. À partir de là, on ouvrira des enquêtes, un tel ou au pluriel. Pas tout le monde, forcément. Mais quand on aura jugé une affaire ou deux, vous verrez que la discipline va s'instaurer. Mais vous avez l'instrument entre les mains. Si maintenant aucun ne veut l'utiliser parce qu'on ne veut pas montrer un collègue, un confrère, etc., on n'avancera pas. Maintenant, c'est pas une critique ce que je vais faire, mais ne le prenez pas mal s'il vous plaît. Je suis sûr d'une chose, même si on n'avait pas signé l'accord et que vous avez continué à faire, dans 10 ans, vous seriez en train de parler de la même chose. Je crois que les pistes sur lesquelles vous étiez n'étaient pas suffisantes pour régler le vrai problème. Le vrai problème, c'est que les fauteurs doivent être sanctionnés. La loi le permet, il y a les organes pour ça, et la procédure est simple. Vous n'êtes pas obligé de passer par un conseil de discipline. Il faut bien sûr des conseils de discipline sur les règles d'éthique et sur vos codes de déontologie. Mais quand on constate une concurrence déloyale, l'arbitre, c'est le conseil de la concurrence ou le tribunal. Vous pouvez parfaitement aller au tribunal. Mais l'État a mis à votre disposition un organe qui n'est là que pour ça. Que pour ça. Nous, ça a été rappelé tout à l'heure, on peut avoir des choses qu'on ne connaît pas. Donc on découvre le métier, on prend le temps de les décortiquer et on se fait notre conviction. Sachez en tout cas que nos amis ici présents qui ont fait face au Conseil savent que nous avons des rapporteurs. C'est qui les rapporteurs? C'est nos juges d'instruction, entre guillemets. C'est ceux qui font l'enquête. Quand l'affaire vient au Conseil en tant qu'institution, en tant qu'organe de décision, le Conseil c'est quoi? C'est moi-même, président, plus 12 membres. On regarde ce que dit le rapporteur, mais on n'est pas obligé de croire le rapporteur sur parole. Hein. On écoute les parties. Et donc la partie jugement se fait sur la base du rapport du rapporteur, plus l'écoute des parties qui viennent se défendre. Et donc là, il y a une vraie justice avec séparation entre l'enquête et la décision finale. Utilisez cet organe. Aujourd'hui, on est doté de quelque chose. Je vous dis, on est prêt à vous écouter. Mais franchement, si on n'a pas le courage de dire, voilà les fauteurs de troubles, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Il faut avoir le courage. Maintenant, charge à nous, si des affaires sont là, on va avoir le courage de les traiter, comme on a le courage de traiter d'autres affaires beaucoup plus importantes, et il faut discipliner les professions en disant il y a des pratiques qui ne sont plus admises. La loi est à votre disposition. Nous sommes vos amis pour réguler. Maintenant, sur le reste, on peut juste vous accompagner pour accélérer le code de déontologie, etc. D'ailleurs, je vous dis, à partir du moment où il y a des plaintes, où il y a des choses qui se traitent dans une profession aussi noble que la vôtre, je crois que tous les ministères et tous les organes administratifs vont être sensibles à ce qui est fait. On peut même sortir des recommandations sur telle et telle pratique. Ça sera suivi des faits, je pense. Mais prenons aujourd'hui les taureaux par les cornes. Et le prix, fixer le prix, n'est pas la solution, sincèrement, au problème que vous posez. Je vous le dis en toute sincérité. C'est-à-dire, à la limite, on aurait tourné la page, on l'aurait laissé faire, ça n'aurait rien réglé du tout. C'est notre conviction. C'est pour ça qu'on dit, vous avez de bonnes questions, mais vous avez peut-être apporté la mauvaise réponse, qui vous coûte de l'argent en plus. Alors, laissez ça de côté, et on est heureux que vos responsables régionaux comme nationaux aient pris cette voie pour dire aujourd'hui, construisons sur autre chose. Voilà ce que je voudrais vous dire, et merci de votre attention.